Bonjour à tous bienvenue sur ce webinaire où nous avons la chance d'accueillir l'équipe d'Oversea pour une deuxième fois. Suite au succès du premier webinaire sur comment gérer ses transports pendant la crise, Oversea s'est proposé de refaire un webinaire plus précis, plus territorialisé sur le transport aux États-Unis, où le Covid-19 frappe de plein fouet tout le pays en ce moment, comme on le sait. Rappelons-le aussi que depuis la crise, et je ne manquerai pas de vous passer le lien vers la page, Oversea a mis en place, au travers de sa newsletter, une vigie quotidienne des transports sur les informations opérationnelles et commerciales de l'impact du Covid-19 sur les transports. Certains d'entre eux doivent déjà la suivre, bien sûr. Je vais laisser donc maintenant Arthur et Brieux, les deux cofondateurs d'Oversea, dérouler leur présentation, qui laissera place ensuite à une séance de questions. Voilà, n'hésitez pas à vous saisir de vos claviers et à aller sur l'onglet questions pour leur poser les questions, et puis on transcrira avec les modérateurs, on transcrira les réponses d'Arthur et de Brieux. Voilà, Arthur, Brieux, c'est à vous, je vous laisse. Merci Octave, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur l'impact du Covid-19 sur le fret à l'import et à l'export des US. Quelques éléments rapides sur Oversea, puisque tout le monde ne nous connaît pas forcément. On est un commissionnaire de transport spécialiste de l'Overseas, donc spécialiste du maritime et de l'aérien, qui fonde sa différence sur la technologie. Donc on met à disposition de nos clients une plateforme web qui simplifie tout depuis la demande de cotation jusqu'à la facturation, en apportant du tracking en temps réel et de l'analyse de données pour piloter au mieux les sujets supply et financiers. Pourquoi est-ce qu'on organise ça avec la BPI en ce moment? Pour trois objectifs à ce webinaire. Le premier, c'est d'essayer de partager au maximum les informations clés pour les chargeurs aujourd'hui, pour que vous ayez la vision la plus globale des informations sur la situation actuelle. Deuxième élément, vous donner des conseils et vous partager certaines des actions de nos clients pour essayer de gérer au mieux la situation. Et on a un dernier petit objectif de format. On essaye de faire quelque chose de concret, donc orienté sur vos besoins. On va avoir une session de questions-réponses assez fournie derrière. On essaye de faire des formats relativement courts. Donc, on s'est fixé à peu près une demi-heure pour couvrir tous ces sujets-là. On pourra déborder, évidemment, s'il y a plus de questions. Et de faire quelque chose qui soit actionnable pour vous, donc que vous sortiez de là et que vous ayez des éléments à partager en interne ou auprès de vos clients et qui puissent motiver des décisions qui vous sécurisent. Voilà pour la présentation. Deuxième élément très important sur les sources qui sont utilisées dans cette présentation et au sein de cet échange. Les premières sources, ce sont nos partenaires de transport. Deuxième source, ce sont les opérations qui sont effectuées chez nous. Donc, on a une équipe opération qui est au contact des transporteurs, des clients, nos partenaires à destination, qui nous fait remonter évidemment beaucoup d'informations concrètes sur la façon dont les choses se passent aujourd'hui. Évidemment, nos échanges avec les compagnies maritimes et aériennes ou les logisticiens sur ces sujets spécialisés, nos partenaires à destination et notre partenaire principal aux US qui nous a fait remonter de sa quinzaine de bureaux des situations assez locales, de certains calls qu'on va faire avec des experts pour préciser encore certains points. Les deux derniers éléments, c'est les communiqués de notre fédération professionnelle TLF Overseas et des éléments de presse spécialisés aussi pour être le plus exhaustif possible. Voilà, Brieux, je te laisse reprendre peut-être sur la présentation sur la situation géographique. Oui. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, un petit point géographique sur les États-Unis et sur l'état de la situation au niveau du Covid-19. Donc, aujourd'hui, il y a une trentaine d'États aux États-Unis qui sont en confinement, avec la région de New York qui est la plus frappée. C'est une situation assez similaire à la France. Une grande partie des gens sont en télétravail, les magasins sont fermés, ce qui entraîne par ailleurs une chute de la demande. Il y a une réduction des sorties. À noter néanmoins que c'est un peu moins contraignant que ce qu'on connaît nous en France, parce qu'il n'y a pas d'autorisation, etc. à faire, mais c'est incitatif. Voilà pour la petite situation géographique. Parfait. En préambule, avant de parler du fret maritime, je vous invite à poser toutes les questions qui vous intéressent dès maintenant.
On a évidemment prévu une session de questions-réponses après, mais vous pouvez commencer à poser vos questions dès maintenant. Si le sujet qu'on aborde vous fait poser quelques questions. Premier élément sur le fret maritime aujourd'hui, il faut avoir un chiffre en tête, c'est celui globalement de 30% de la baisse des volumes de booking parmi toutes les alliances. Alors certaines alliances communiquent plutôt sur 28%, d'autres sur plutôt 32%. La réalité, c'est qu'il y a une contraction globale de la demande sur le transport maritime. Donc ça, c'est un fait global. Si on se concentre maintenant sur le trade US, l'impact sur le trade transatlantique, donc par exemple France-US, est d'à peu près 20% de baisse de la demande sur ce trade-là, ce qui vous donne quand même une idée aussi du coup des sujets de capacité associés. Un point très important, aujourd'hui, les compagnies n'ont pas annoncé de blank selling sur ce trade-là. Pour autant, on a eu pas mal de messages de la part de compagnies qui disaient que, compte tenu de la contraction des volumes actuels, il y avait de fortes chances que des blank selling soient à prévoir, sachant que pour l'instant, le trade le plus impacté par les blank selling, c'est évidemment le trade import Chine vers US ou Chine, enfin Asie vers US ou Asie vers Europe. Donc c'est ça qui a concentré la majorité des blank selling. Pour avoir une idée aussi de la partie qualité de service, il y a deux éléments qui ont été globalement gravement impactés par la situation actuelle. Le premier, c'est la fiabilité des schedules qui sont donnés par les compagnies. Vous avez dû vous en rendre compte, les schedules sont encore moins respectés qu'ils ne l'étaient par le passé. Vous pouvez voir sur le graphe de gauche qu'on est sur un plus bas sur les 5 dernières années en termes de fiabilité des schedules qui sont donnés. Il y a deux éléments qui participent à ça. Le premier élément, c'est l'élément du choix des compagnies de diminuer les rotations navires ou de mettre en place des sauts d'escale ou des blank sailing. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième point aussi qui est l'état de congestion ou la performance opérationnelle de certains ports qui retarde, ou je dirais plutôt qui allonge les escales de certains navires et qui du coup ralentissent grandement les transit times des navires. Et vous pouvez voir qu'aujourd'hui on est à peu près à 5 jours de retard en moyenne sur les schedules qui sont annoncés. Donc voilà, en termes de qualité de service, évidemment, le service se dégrade lié aux conditions actuelles. Vous connaissez peut-être aussi les difficultés financières que peuvent connaître certaines compagnies aujourd'hui. Donc le contexte est évidemment compliqué. Un point spécifique sur les équipements donc, de conteneurs réfrigérés, donc ce qu'on appelle les reefers, sur lesquels il y a une forte pénurie en France et aux US, pour une raison simple, qui est que la majorité du stock se situe encore aujourd'hui en Chine et en Asie, et que la diminution des départs navires et des rotations à l'import du coup fait que les conteneurs reefers ne reviennent plus en Europe, et donc on a des temps de mise à disposition qui peuvent aller jusqu'à 3 à 4 semaines, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Autre point très important, les taux aujourd'hui sont stables sur ce trade, sur le trade import US ou export US, alors même que la demande baisse. Notre analyse, c'est que c'est des taux qui sont maintenus artificiellement élevés, le temps que les blank selling soient mis en place, pour justement pallier à une trop forte capacité disponible. Donc voilà un peu un premier état sur la partie fret maritime. Sur l'état des ports aujourd'hui, alors il faut savoir qu'il y a eu une arrivée massive de conteneurs sur les principaux ports US et notamment à New York suite au Chinese New Year et aux dégradations qu'il y a eu post-Covid en Asie. Donc je dirais l'effet backlog qui est connu tous les ans post-Chinese New Year a été encore plus important cette année et qui a été aussi impacté qui dure plus longtemps à cause des blank selling, qui rallonge du coup les temps de transit et le backlog qui peut arriver sur certains ports. Pour autant, la situation est maîtrisée dans le port de New York, par exemple, sur lequel on a un fonctionnement qui est globalement à peu près normal. La seule chose qui est à noter, les deux choses qui sont à noter, c'est la facturation par certains carriers d'une surcharge d'une taxe supplémentaire. C'est le cas d'Apag qui a annoncé qu'il facturait $10 par TU supplémentaire à partir du 1er avril
pour tous les conteneurs qui auraient New York comme port de destination. Deuxième élément qui est évidemment très important, c'est le sujet des detention et des demurrage, donc des frais de détention des conteneurs ou de stockage au port, sur lesquels il faut maintenir une vigilance très élevée. Vous l'avez peut-être vu, il y a une somme de fédérations professionnelles aux États-Unis, principalement de l'agroalimentaire, qui a fait un recours à l'administration Trump pour mettre en cause les surestaries, donc detention et demurrage qui étaient facturés par les compagnies. Et on vous invite à être particulièrement vigilant sur ce point-là, puisque dans la mesure où les conteneurs peuvent être retardés et que les entrepôts de vos clients à destination peuvent être fermés, c'est très important de garder bien en tête les free time dont vous disposez et donc du coup les facturations supplémentaires dont vous pouvez faire l'objet, pardon. À noter un dernier point là-dessus, que certaines compagnies maritimes, c'est le cas de MSC par exemple, mettent en place des systèmes SOT notamment, donc Stop in Transit, dont le but est, pour éviter des frais de demurrage trop élevés, donc de stockage au port trop élevé, ils proposent des solutions de storage dans des grands hubs. Donc ça existe pour l'instant beaucoup sur l'import Asie, sur lequel vous allez avoir par exemple un hub à Dubaï, pour stocker les conteneurs en attendant que ils puissent être réceptionnés à destination, donc que les entreprises réouvrent, etc., ou même que la demande reprenne. Et pour information, MSC et d'autres compagnies sont en train de mettre en place aussi ces solutions de storage sur les US pour pallier du coup à des facturations qui pourraient être très élevées sur du stockage portuaire. La situation maintenant sur le transport aérien, donc un petit rappel sur la crise que connaît le transport aérien. Je ne vais pas m'étaler sur cette crise, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans le webinaire précédent, mais on est environ à 44% de recettes en moins estimées sur l'année 2020. C'est une crise qui, a priori, devrait être 2 fois plus grave que celle de 2008. 95% des avions sont cloués au sol parce que le transport de passagers est quasiment à l'arrêt. Comme vous le savez, la grande majorité des marchandises voyagent dans les soutes des avions passagers, et ce qui entraîne une réduction de capacité aussi sur les vols cargo. Donc seules s'en sortent dans ces moments-là les compagnies cargo, les compagnies qui disposent d'avions freighter, et certaines compagnies qui mettent à disposition des avions passagers qu'ils transforment en avions cargo. Sur les États-Unis, donc on a une forte réduction de la capacité comme partout dans le monde et une augmentation des taux. On est encore entre 5 et 8 euros le kilo en fonction des volumes exportés. Les bookings sont plus longs à obtenir, donc on vous invite à anticiper de manière importante pour avoir les vols que vous souhaitez. À l'export, donc les taux de fret, on fait x4. À l'import, on est à x2 parce que c'est un trade qui est assez déséquilibré avec beaucoup plus d'import que d'export. Sur la situation et l'évolution de la situation, il y a 2 scénarios et nos échanges avec différents experts nous permettent pas aujourd'hui de dire quelle va être l'évolution. Le premier scénario, c'est que la baisse de la demande est certaine pour les semaines à venir aux US et ce qui devrait entraîner une baisse des capacités aussi par les compagnies qui devraient retirer certains avions. Donc il est probable que les taux, d'ici 15 jours, continuent à augmenter et poursuivent leur augmentation, et certaines compagnies nous ont dit qu'elles pensaient que ça allait être le cas. Dans ce cas, il y aurait un intérêt à exporter au plus vite pour éviter justement cette augmentation des taux. Il y a d'autres experts qui voient une évolution plus long terme et qui pensent que si la crise s'installe dans la durée, ce qui devrait arriver dans le transport de passagers, il est possible qu'on connaisse une structuration de l'offre cargo, une augmentation des volumes de freighter pour les compagnies cargo. Qatar, Cargolux, la compagnie ASL également, sont en train de mettre de plus en plus d'avions cargo sur différentes lignes. Et les compagnies qui sont très exposées sur le passager, qui passent de plus en plus d'avions passagers en tout cargo. C'est notamment le cas de la compagnie Lufthansa, qui l'a fait beaucoup sur l'import depuis les États-Unis. Donc on pourrait connaître une stabilisation du fret de cargo et des taux qui se maintiennent, voire qui baissent éventuellement. Donc c'est une situation à surveiller dans les semaines à venir. Sur la situation au départ à destination, donc on va faire un panorama des acteurs assez rapide. Donc on a contacté tous nos agents freight forwarder à destination dans les différents aéroports et ports aux États-Unis. Ils sont aujourd'hui à peu près 30% de leur volume habituel, donc c'est une réduction forte de la capacité. Tous les acteurs sont en télétravail, mais globalement le freight forwarding fonctionne bien. Donc au niveau du traitement des dossiers, il n'y a pas de ralentissement à attendre. Sur la manutention et les entrepôts, donc, les taux de remplissage sont élevés dans les entrepôts. Il y a des délais de traitement à attendre, mais ça fonctionne. Il est important de faire attention notamment à vos clients à destination pour s'assurer que leurs entrepôts sont ouverts,
pour qu'on puisse livrer et pour éviter des frais de stockage qui pourraient être forts. Dans les entrepôts aéroportuaires, donc au départ en Europe, la situation était très compliquée au début de la crise parce qu'il y avait eu des annulations en pagaille de vols passagers et un peu un emballement des annulations. La situation est revenue à la normale, les taux de remplissage sont élevés, mais le fret continue et la situation s'est fluidifiée. À l'arrivée, le fret a fortement diminué, comme vous avez pu le voir. On a une activité réduite, une activité partielle dans les entrepôts, donc il n'y a pas une fluidité totale, mais pas de complications selon nos agents, parce que le volume de fret est vraiment grandement inférieur à ce qu'ils connaissent d'habitude. Sur le transport routier, donc à l'export, donc en France, il n'y a rien à signaler, le transport routier fonctionne très bien. Il y a certaines zones françaises un peu plus isolées qui vont être plus difficilement desservies, mais globalement, le transport routier fonctionne très bien en France. Aux États-Unis, les agents sont unanimes, il n'y a pas de pénurie de truckers, à la fois sur le FCL, donc le transport de conteneurs, et le transport de non conteneurisés. Il y a par ailleurs très peu de monde sur la route, comme vous pouvez l'imaginer, donc le transport routier fonctionne bien. Seule différence, on a une très forte capacité sur les camions complets et pas de hausse des prix. En revanche, sur le groupage, donc ce qu'on appelle le LTL, le transport de palettes, comme il y a moins d'optimisation possible de la part des transports routiers, souvent les transit times sont allongés sur le transport routier et les prix peuvent connaître une hausse. Rapidement sur le rail ramp, donc là un fonctionnement très bon sur le transport en rail aux États-Unis qui est un mode de transport très utilisé à destination, mais comme un peu partout, un ralentissement des activités et de la manutention un peu ralentie. Sur la douane, vous étiez nombreux à nous demander si le temps de relâche pouvait être augmenté. Le temps de relâche n'est pas impacté, et ça, de la même manière, dans tous les aéroports, nos transitaires ont été unanimes, tant sur les douanes américaines, le CBP, que les agences gouvernementales, notamment le FDA, la Food and Drug Administration, qui est notamment très impliquée dans l'export de marchandises cosmétiques. Toutes ces agences ont connu une forte digitalisation des process depuis très longtemps. Les États-Unis sont en avance, notamment sur l'Europe, sur la digitalisation des douanes, et les douanes à distance sont très faciles, donc la réactivité est très forte. À noter un petit bémol si on rencontre des opérations qui demandent des impressions de documents papier, des documents originaux, notamment des CITES. Là, on peut connaître des ralentissements, mais sinon, la situation est très bonne. Dernière petite slide avant le passage sur la session de questions-réponses. On a essayé de vous partager certains des conseils qu'on peut vous donner en tant que commissaire de transport et aussi de partager les best practices de certains de nos clients. Alors, on l'a adapté selon trois types de conseils. Premier conseil qui est opérationnel, que Brieux a brièvement mentionné, c'est un conseil qui est de s'assurer que les entrepôts de vos clients à destination seront ouverts et s'ils sont ouverts, s'assurer qu'ils fonctionnent soit de manière pleine, soit de manière dégradée, mais d'avoir une vraie conscience de ces sujets-là. Parce que, encore une fois, le sujet de vigilance et le niveau du storage, principalement sur le maritime, mais aussi sur l'aérien. Et donc, l'enjeu, c'est de bien s'assurer qu'il est possible de livrer votre client à destination ou votre filiale pour limiter les surcoûts. Deuxième conseil, ça c'est plutôt une remontée de nos clients qui conseillent aux chargeurs aujourd'hui d'adapter la promesse client. Donc les chargeurs sont évidemment conscients des contraintes actuelles sur le transport. Ce qui est important, c'est d'être très concret et de dire que un transit time en 4 jours en transport aérien sur la côte est des États-Unis, aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus compliqué parce qu'encore une fois, la capacité il y a très peu de vols passagers et le taux de remplissage des freighters diffère beaucoup. Donc on peut être sur des temps de transit qui sont beaucoup plus longs et évidemment des coûts plus élevés, comme vous le disiez Brieux, entre x2 et x4 selon les trades. Et dernier point, qui est aussi un conseil qu'on vous partage de certains de nos clients, qui est de prévenir les vôtres et de faire valider des éventuels surcoûts pour éviter des sujets de litige ou évidemment, je dirais, accélérer cette phase-là et pour éviter des mauvaises surprises au moment de l'envoi de la facture ou du paiement. Donc, voilà un peu les conseils qu'on peut vous donner, avec un quatrième conseil qui est évidemment d'être très attentif au sujet des frais de stockage qui peuvent être, je dirais, le grand point de vigilance actuel. Voilà, donc si tout cela est clair pour vous, je vous propose de passer sur la partie de questions-réponses. Je crois qu'on a déjà reçu
les principes des premières questions. Alors, je vois une question de Stéphane qui nous dit « Merci pour votre suivi et pour ce webinaire. Quid des intégrateurs UPS, FedEx et DHL? UPS annonce des hausses très modérées sous forme de surcharge. » Alors, il y a quelques points à noter sur cette partie intégrateur. Alors, première chose, les intégrateurs proposent souvent des prix assez bas en ce moment. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est souvent lié à des niveaux de suivi assez faibles. On a des retours très mitigés de la part de nos clients sur les principaux intégrateurs, notamment sur les US, où il y a des difficultés d'obtenir une garantie d'embarquement, d'obtenir des vraies informations sur le suivi. Donc ça, c'est un premier point. Et ce qu'on vous conseillerait plutôt, c'est de passer plutôt par des commissionnaires pour vos envois de frais plus élevés, puisque c'est notre cas, puisqu'on est agréé à table, on réserve directement auprès des compagnies aériennes, ce qui permet d'avoir un suivi plus élevé et d'avoir aussi, je dirais, des informations de première main. Et le dernier point, c'est que compte tenu des difficultés actuelles sur les aéroports, avec un manque de personnel et du ralentissement des opérations, notamment de handling, c'est particulièrement important d'avoir du suivi et de la réactivité pour vos clients. Donc, encore une fois, on aurait plutôt tendance à vous rediriger sur les volumes importants, sur des commissionnaires pour faire face aux contraintes actuelles. Je vois les questions de Corinne sur son export de 3 conteneurs vers New York en semaine 16. Alors, concernant la livraison et la capacité de livrer des tractionnaires, il y a des tractionnaires qui peuvent livrer dans le New Jersey. Nos agents nous l'ont encore confirmé hier soir, donc sur la capacité de transport routier, il n'y a pas de problème. La seule chose dont il faut s'assurer, c'est que votre entrepôt sera bien capable à destination de réceptionner les marchandises. Et ça peut être le point bloquant, mais si vous pensez que votre entrepôt est ouvert, il n'y a pas de problème. Sur votre deuxième question, qui est vos conteneurs qui sont prêts à partir, quand les faire partir idéalement. Donc, comme le disait Arthur sur sa présentation du transport maritime, la capacité est en baisse et pour le moment, les taux ne sont pas en baisse. Donc, globalement, il est intéressant de profiter de ce moment pour envoyer vos marchandises aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de blocage et que les personnes ne se ruent sur les exports aux États-Unis. Il pourrait être envisageable d'attendre une baisse des taux sur les semaines à venir, mais nous, on pense de notre côté que les compagnies vont plutôt annuler des navires, donc la qualité de service sera réduite et vous trouverez moins d'espace sur les navires. Donc, on vous conseille plutôt de prendre et d'envoyer vos conteneurs dès maintenant. Alors, on a deux questions qui sont sur le même sujet, de Damien et de Thomas. Le port de New York est impacté, quid des ports de la côte ouest, pardon. Alors, la situation est assez proche de celle des ports de la côte est, comme celle de New York. Le premier chiffre que vous pouvez garder en tête, c'est qu'il y a une diminution évidemment des volumes, moins 30% en mars sur les volumes de conteneurs au port de Los Angeles et de Long Beach. Donc c'est évidemment une énorme baisse de la demande qui correspond aux baisses des volumes globaux que je vous ai annoncé en début de webinaire. Ceci étant dit, il fonctionne. Comment dire, les retours de nos agents sur place sont que il y a pas de backlog sur ces ports-là parce que même si les conditions opérationnelles sont affectées, la baisse de volume est telle qu'il y a encore suffisamment de personnel pour arriver à traiter les opérations. Donc pour l'instant, très rassurant sur la situation sur les ports de la côte ouest et de Los Angeles en particulier. La question de Martine, est-il préférable de faire arriver sur des ports autres que New York qui sont moins congestionnés? J'ai 2 conteneurs à livrer à Akron dans l'Ohio. Alors, on a posé la question à nos agents parce qu'effectivement, on avait des doutes sur la capacité du port de New York à traiter les demandes. Tous nos agents et nos différents agents, parce qu'on a 3 agents qui sont capables de réceptionner des marchandises à New York, sont unanimes. Le port de New York fonctionne et les marchandises et les marchandises transitent de manière normale. Si vous voulez néanmoins éviter le port de New York en craignant peut-être un aggravement de la situation au port de New York dans les semaines à venir, pour Akron, vous pouvez éventuellement utiliser le port de Norfolk un peu plus au sud. Vous paierez légèrement plus cher en post-acheminement, mais en termes de délai, vous devriez tenir vos délais. Question de Thierry, nous avons l'habitude de faire du rail route depuis le port de New York vers notre distributeur à la frontière de l'Illinois. Vous disiez tout à l'heure que la route fonctionnait très bien aux US. Y a-t-il un intérêt à passer en tout route en ce moment? Même réponse que l'information que Brio vous a donnée sur le rail ramp. Le rail route fonctionne bien
aux US en ce moment. Donc le seul intérêt que je vois à passer par du tout route, c'est de diminuer les temps de transit, ce qui est le cas en situation en temps normal aussi, où l'intérêt du tout route, c'est souvent d'avoir plus de flexibilité et de diminuer les temps de livraison, là où le rail va souvent être plus économique, enfin le rail route va être plus économique, mais en conséquence un peu plus long. Donc encore une fois, il faut arbitrer en fonction de vos problématiques à vous. Si votre problématique, c'est de livrer avant la fermeture d'un de vos clients, évidemment, le tout route sera privilégié. S'il n'y a pas de contraintes très fortes sur vos délais de livraison aux US, je vous invite à faire du rail route comme vous en avez probablement l'habitude aujourd'hui. Alors, on a une question qui est: avez-vous des informations concernant les produits soumis à la FDA? Les délais seront-ils rallongés? Si oui, de combien de temps? Comme le disait Brieux, les procédures de CBP, donc la douane américaine, sont adaptées à la situation. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées et donc pas de retard à prévoir sur les relâches. Mais comme le disait Brieux, si vous avez des marchandises qui sont soumises à CITES ou certaines procédures qui nécessitent des documents originaux, vous pourriez avoir ces sujets-là, sachant également que les douanes américaines ont essayé de mettre en place des processus pour faciliter le dédouanement des medical supplies, donc notamment des masques ou des biens qui sont nécessaires en ce moment pour gérer la situation. Question de Corinne. Notre PDG voudrait fournir des gels hydroalcooliques aux hôpitaux. Nous avons un contact dans une usine aux US qui pourrait nous en produire depuis un port en France. Vaut-il mieux passer par son transitaire américain ou un transitaire français vis-à-vis des douanes françaises? Alors, tout dépend évidemment de l'incoterm que vous allez utiliser. De manière générale, ce qu'on conseille toujours aux entreprises exportatrices, c'est de travailler sur des incoterms qu'on qualifie de sécurisants, donc d'éviter principalement l'Exworks, au bénéfice au minimum du FCA ou du CFR ou CIP, pour une raison simple qui est que vous avez la maîtrise et la capacité à récupérer facilement les documents de sortie douanière, ce qui est moins le cas d'expérience lorsque vous travaillez en Exworks avec le transitaire de votre client. De manière générale aussi, dans des situations qui sont aussi complexes que celles qu'on vit aujourd'hui, sur lesquelles il y a une forte pression sur la demande et sur l'offre, on vous invite souvent aussi à consulter d'autres transitaires que par exemple le transitaire de votre client aux États-Unis pour maximiser les possibilités de chargement et comparer les prix. Donc vous avez plutôt intérêt, je dirais, à travailler sur un incoterm qui va vous permettre de récupérer les documents douaniers, donc FCA au minimum. Et si vous êtes sur un incoterm plus engageant comme du CFR ou du CPT, vous pouvez, je vous invite à aller interroger aussi un autre transitaire pour avoir plus d'informations. Et sur la question de l'import, si vous importez depuis les États-Unis, effectivement, il est mieux d'avoir un transitaire français pour votre gestion des douanes. Si jamais vous avez des questions documentaires ou des problèmes qui sont rencontrés, des douanes qui veulent des documents supplémentaires, etc., il est mieux d'avoir un échange concret avec votre transitaire français. Donc, on vous conseille de garder la main au moins sur cette partie-là et de l'imposer à votre fournisseur aux États-Unis. Nous avons encore des palettes à envoyer vers les USA par avion. Conseillez-vous de les expédier dès maintenant ou d'attendre un peu? Alors là, c'est les deux scénarios dont on parlait tout à l'heure. Certaines compagnies nous disent que les taux vont augmenter parce que la chute de la demande va entraîner une baisse de la capacité des avions. Et les taux qui sont aujourd'hui autour de entre 5 et 8 euros pourraient doubler d'ici 15 jours. Donc ça, c'est les premiers avis qu'on a eu de certaines compagnies cargo. D'autres compagnies nous ont dit on pense qu'il est possible qu'il y ait une structuration de l'offre cargo et que les taux se maintiennent. Donc, dans tous les cas, si vous avez des palettes à envoyer et que vous êtes sûr de les envoyer, nous vous conseillons de les envoyer dès maintenant pour ne pas attendre sur une situation très incertaine. Quelle est la situation de la disponibilité des boîtes 20 pieds et 40 pieds en dry aux US?
Sujet abordé à la fois avec les compagnies et nos agents, on n'a pas de problématique forte sur la disponibilité des boîtes aux US. Le seul vrai sujet est sur le reefer. Sur les 20 et les 40, on n'a pas eu de remontée particulière là-dessus. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les délais aussi, les temps de administratifs des compagnies sont un peu plus longs parce que les compagnies maritimes travaillent aussi en télétravail. Donc, pour tout ce qui va être booking dangereux, réception de confirmation de booking, etc., les compagnies vont être globalement plus lentes que ce qu'elles font d'habitude. Donc, vous pouvez avoir des délais de positionnement qui peuvent être un peu allongés, mais pas d'alerte sur la disponibilité de l'équipement en tant que tel. Réponse de Philippe à la question de Corinne, intéressante. Réponse pour Corinne et le gel hydroalcoolique. Il y a plein de producteurs de gel hydroalcoolique en France. Nous sommes producteurs. Pourquoi l'acheter aux USA? Très bonne question. Enfin, très bonne remarque. Alors, concernant la Californie et la Pennsylvanie, malgré le confinement, est-ce que les aéroports et les ports sont toujours fonctionnels? Quels sont les délais supplémentaires, des congestions à prendre en compte? Absolument, les aéroports et les ports sont fonctionnels dans ces deux états-là. Le sujet, effectivement, globalement, une baisse de la demande sur ces ports-là, comme vous le disiez sur le port de Los Angeles, par exemple, avec une baisse aussi des vols ou des escales navires, comme on vous le disait. Pas de congestion sur les grands ports US qui continuent de fonctionner de manière normale. Et ce qui est d'ailleurs point important, et la raison pour laquelle les compagnies maritimes n'ont pas mis à jour leur politique de demurrage et de detention, parce qu'elles estiment que comme les ports fonctionnent comme à l'accoutumée, ça ne justifie pas de rallonger les free time et les conditions habituelles des clients. Donc c'est ça la réponse au sujet que donnent les compagnies aujourd'hui. Donc voilà. Ok, merci pour le rail route. Vous parliez tout à l'heure des options de stockage offertes par les compagnies maritimes en cas de fermeture des entrepôts et du free time à négocier avec notre transitaire. Quel est le free time négociable à destination? Avez-vous une idée des coûts post-free time? Alors, le free time à négocier avec votre transitaire, alors c'est avec la compagnie maritime que les free time sont négociés. Première chose. Deuxième chose, quel est le free time négociable à destination? Alors, le free time à destination est souvent négocié au nom du consignee, donc au nom de votre destinataire. Donc, c'est souvent le destinataire qui va être l'élément de négociation. Dans des conditions actuelles, on peut obtenir jusqu'à 14 ou 21 jours de free time en négociation avec des compagnies. Tout dépend aussi des volumes dont on parle sur les ports et de l'importance de votre trafic pour les compagnies. Mais il me semble qu'aller négocier au-delà de 14 jours de free time aujourd'hui, c'est assez compliqué. Est-ce que vous avez une idée des coûts post-free time? Absolument. De mémoire, sur les grands ports US, c'est 350 USD par jour. Pour vous donner une idée concrète. Ouais. Et on me dit même que sur certains ports, les free time sont plutôt réduits en ce moment. On va avoir même un peu moins de 7 jours en standard aujourd'hui. Bonjour, une question de Jonathan. Où en est-on de la transformation des avions passagers en tout cargo avec un remplissage de la cabine pour augmenter la capacité? Alors ça, c'est un sujet qui a été beaucoup annoncé dans la presse il y a eu deux situations pour les compagnies. Il y a des compagnies qui l'ont fait très rapidement et qui ont augmenté leur capacité. C'est les compagnies qui avaient une expérience cargo. Donc les compagnies comme Qatar Cargo, Lufthansa, qui ont des grosses activités cargo et qui sont capables, dans beaucoup d'aéroports, d'effectuer des opérations cargo. Parce qu'au-delà de transporter des marchandises, il faut aussi avoir les opérations au sol pour être capable de remplir ces avions. Ces compagnies-là, qui représentent quand même une faible partie des compagnies mondiales, ont pu basculer une partie de leurs avions en tout cargo. En revanche, il y a eu beaucoup d'annonces d'autres compagnies qui étaient des compagnies passagers et qui voulaient passer en avion cargo, mais qui ont été bloquées par le fait qu'elles n'avaient pas les capacités pour charger des avions dans les aéroports. Je pense qu'elles sont en train de travailler dessus, mais c'est quelque chose qui, mise en place de capacité cargo au sol, c'est des choses qui prennent plus de temps. Alors,
Rebonjour, cette fois-ci sur l'export aérien F France-US. Mon transitaire historique me dit que grâce à des allotements, ces taux aériens n'ont pas augmenté. Je n'ai pas encore reçu les factures, dois-je m'en inquiéter? Alors, pour vous donner une idée, globalement, le marché aérien aujourd'hui, il y a une bonne partie des compagnies ou des GSA qui ne travaillent plus sur la base des contrats qu'ils avaient et travaillent principalement en spot. Donc, ça veut dire que toute une partie des taux qui étaient pratiqués jusque-là ne sont plus d'actualité. Donc effectivement, il y a de fortes chances pour que les taux que vous facture votre transitaire historique soient plus élevés en ce moment, puisque, encore une fois, la grande majorité des compagnies a adapté leur politique tarifaire, sachant que les grandes compagnies qui ont l'habitude de charger aujourd'hui, qui avaient l'habitude de charger sur des avions passagers, encore une fois, ont beaucoup moins de capacités disponibles. Alors, on a une question de Julien sur le Canada et les trades via Montréal. Alors, je laisserai Brieux compléter, mais on a entendu de la part de notre partenaire local qu'il y a un certain nombre de commerces ou d'entreprises qui allaient fermer au Canada et qu'il fallait donc assurer que le destinataire serait bien ouvert. Ceci étant dit, si on parle de maritime, le port de Montréal est encore opérationnel, donc pour l'instant, on n'a pas d'alerte particulière sur le sujet. Effectivement, rien à ajouter là-dessus. Le fret se poursuit, les avions cargo continuent d'y aller. Il y a certains avions passagers aussi qui peuvent transporter des marchandises vers le Canada, mais en très faible nombre. La question et les problèmes qu'on a pu rencontrer sur le Québec, c'est effectivement des fermetures d'entrepôts qui n'étaient pas prévues et du stockage à destination. Et donc pas de backlog sur le port de Montréal. Parfait. Si vous voulez qu'on continue encore la session de questions-réponses, on va se laisser peut-être encore 2-3 minutes pour répondre à vos dernières questions. Alors, on vient d'en avoir une. Voilà, donc je vous invite à poser vos dernières questions. On est un peu au-delà du timing qu'on s'était donné. Je pense que c'était lié au volume de questions. Alors, on a une question d'Hugo. Bonjour, vous avez mentionné le reefer en maritime. Qu'en est-il pour l'aérien à l'export? Alors, pour le coup, sur ce sujet-là, je n'ai pas d'éléments très concrets à vous mentionner. Sur les exports en température dirigée en aérien, encore une fois, les avions cargo ont aussi des capacités sur le sujet. Et pour les transports aériens qui sont effectués avec du carboglace ou avec des solutions de maintien de la température directement sur la marchandise, ces expéditions-là continuent à avoir lieu. Et pour les sujets les exports en enviroténaire, donc dans des conteneurs qui permettent de maintenir une température égale pendant toute la durée du transport, ces transports-là sont maintenus aussi. À noter que, évidemment, avec l'augmentation des taux de fret, ces sujets-là sont encore plus ces taux-là sont encore plus élevés. Alors, question de Jean-Marie. Quelles sont les compagnies aériennes avec lesquelles vous travaillez pour l'export aérien vers les USA? En temps normal, on va beaucoup travailler avec des compagnies comme American Airlines, Norwegian aussi, qui propose des sujets intéressants, enfin de la capacité. Évidemment aussi avec Air France. Aujourd'hui, on va privilégier des compagnies comme ASL, ou Qatar qui vont nous proposer des solutions en cargo sur ces destinations-là. Il y a des compagnies comme United, on en parlait, qui ont aussi des solutions en transformant des vols passagers en vols cargo. Donc voilà, principalement, je dirais ASL et United. Bonjour, est-ce qu'il y a des marchandises prioritaires, surtout à l'export? Alors, de France, j'imagine. Alors, à notre connaissance, non. Il n'y a pas de marchandises prioritaires. Il peut y avoir des réglementations spécifiques sur l'interdiction d'export de certaines marchandises. Donc, il avait été question d'interdire l'export de masques
ou de medical supplies dont la France a beaucoup besoin en ce moment. Donc il peut y avoir des restrictions sur l'export de certaines marchandises, mais pas de marchandises prioritaires à l'export. Et pour mémoire, je crois que la chloroquine a été là aussi interdite à l'export, je crois. Il y a certaines marchandises prioritaires, notamment dans le secteur pharmaceutique, qui connaissent des priorités sur les avions. Et ça, mais c'est des priorités qui sont instaurées de manière globale. C'est pas propre à la situation Covid. Alors, dernière question. Les réponses que me font les transitaires sur notre appel d'offres lancé début premier trimestre seront-elles viables selon vous, ou la situation brouille-t-elle les cartes? Alors, la réponse est plutôt que effectivement la situation est remise en cause. Pour vous donner un exemple, on a à peu près 80% des appels d'offres dans lesquels on était impliqués qui ont été reportés. En ce moment, il y a très très peu d'appels d'offres qui vont au bout, pour une raison simple, c'est que la priorité des entreprises est souvent, j'ai envie de dire, de pérenniser les sujets opérationnels qui sont en cours. Et deuxième principal sujet, c'est que les taux qui sont donnés aujourd'hui sont pas des taux, long terme. Et dernier point, le support des compagnies, alors là on va parler particulièrement du maritime aujourd'hui, est très faible, puisqu'encore une fois, elle fonctionne de manière dégradées. Et donc, les tender desks des grandes compagnies maritimes sont souvent beaucoup plus lents à agir, où les compagnies vont avoir moins tendance à s'impliquer sur les appels d'offres. Donc effectivement, c'est pas un moment idéal, et la majorité de nos clients à nous reportent un peu ces sujets-là une fois que la situation sera un peu rentrée à la normale. Quelle est la situation des vols au départ de l'Arizona? Alors, au départ de l'Arizona, on n'a pas eu d'annonce particulière. Il me semble d'ailleurs que l'Arizona fait partie parmi les États qui ne sont pas confinés, si je ne dis pas de bêtises. Donc, normalement, la situation du transport routier est totalement stable. Et les aéroports, les hubs dans lesquels on a des agents autour, donc pas très loin, on a un agent à Phoenix et des agents au Texas à côté, qui nous remontent une situation normale. Donc, au départ de l'Arizona, il n'y a pas de problème. Et comme on vous le disait, l'augmentation des taux à l'import depuis les États-Unis a été bien moins forte que celle qu'elle est sur les taux à l'export. Philippe qui répond à Gaëtan: il y a des marchandises prioritaires en France route, donc notamment pharma alimentaire, mais à l'export on ne veut pas nous passer en priorité maritime, aspirine, paracétamol, malgré les écrits gouvernementaux que nous avons. Donc un peu le même retour qu'à l'export, dans les faits il n'y a pas de marchandises prioritaires. On se laisse peut-être 2 minutes pour une dernière question. Jusqu'à 18h15. Je profite aussi un peu de ce temps mort peut-être pour avoir la dernière question, pour vous partager quelques éléments. On organise du coup une série de webinaires avec BPI France de manière récurrente sur des thématiques qui sont d'actualité pour vous et sur lesquelles vous avez des questions. Donc je vous invite à faire vos retours par email ou en question sur ce webinaire pour nous aider à trouver le sujet du prochain webinaire. Donc s'il y a des sujets spécifiques pour vous sur une zone géographique ou sur un type de produit, n'hésitez pas à nous faire parvenir tous vos retours pour qu'on puisse construire le prochain webinaire sur vos attentes à vous. Alors, je vous propose de finir non pas sur une question, mais sur un peu d'humour partagé par Stéphane, qui demande si les Mexicains vont demander à ce qu'on termine le mur de Trump pour se protéger de la situation. Alors, ce serait effectivement l'ironie de l'histoire. À notre connaissance, non, mais merci pour le partage de l'humour qui est bienvenu dans les périodes qu'on vit en ce moment. En l'absence d'autres questions, je vous remercie pour votre temps et les nombreuses questions qui ont été posées. Je
vous invite encore une fois à nous faire parvenir toutes vos questions ou à nous donner aussi des éléments sur les sujets qui pourraient vous intéresser pour les prochains webinaires. On sera ravis du coup de vous préparer des focus sur les sujets qui vous intéressent. Et dernier élément, n'hésitez pas à nous interroger sur des demandes de cotation ou de l'aide sur des transports que vous pouvez avoir en cours. Je suis assez fier du suivi et de la qualité de service qu'on délivre aujourd'hui. Donc, vous auriez tort de vous en priver. Voilà, merci à tous. Merci aussi Brieux pour la présentation. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite de rester chez vous et de rester protégés. Merci à tous.